On accueille maintenant Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Le Bonjour PDG Marie. de la Maison de l'Investisseur. Et on continue notre série. Vous nous avez proposé de passer en revue comme ça tout ce qui fait rimer immobilier et défiscalisation. Alors on a eu le Pinel, on a eu le Denormandie, on a eu le déficit foncier, on a eu la location meublée. Et aujourd'hui on termine avec deux autres dispositifs, le Malraux et les monuments historiques. C'est pas pour vous ça, Cédric? Oh, pourquoi? On va voir. On va voir. Alors, c'est pas pour tout le monde, Stéphane. C'est pas pour tout le monde, effectivement. C'est pas pour tout le monde parce que c'est des budgets quand même assez importants, Malraux et monuments historiques. Et ce sont les deux lois qui permettent effectivement les plus grosses économies d'impôts. Le levier est très fort en Malraux et encore plus en monuments historiques. Et je dirais que là aussi, c'est une raison supplémentaire d'être extrêmement attentif, parce que plus c'est gros, plus il faut se méfier. Il faut surtout se poser la question, pourquoi est-ce que l'État accorde autant d'avantages fiscaux de 150 000 euros d'économie d'impôt, qui est un manque à gagner pour l'État, soyons clairs. Donc surtout s'interroger de la pertinence économique de votre opération sans ces avantages-là. Se poser la question, pourquoi est-ce que, faut toujours se poser la question, pourquoi est-ce que l'État accorde autant d'économies d'impôts, effectivement? Parce que ça coûte sacrément cher au départ. Parce qu'effectivement, sans ces avantages fiscaux, il n'y a pas forcément de pertinence économique. Sinon, on laisserait faire le marché et puis les biens se rénoveraient tout seuls, etc. Alors, déjà, Malraux et monuments historiques, les deux lois sont hors plafonnement des niches fiscales. Bien sûr, puisque vous savez que c'est niche fiscale, c'est plafonné à 10 000 euros par an d'économie d'impôt. Bon, alors avec Malraux et monuments historiques, on va beaucoup plus loin que les 10 000 euros. Donc heureusement, pour ces deux lois, on est en dehors des 10 000 euros d'avantages fiscaux. Donc la première, la loi Malraux, comment ça marche? Donc Malraux, du nom d'André Malraux, le premier ministre de la Culture sous le général de Gaulle en 59. Donc la loi existe, elle est très ancienne, elle existe depuis 1962, elle a été remaniée 2 fois. Donc la loi Malraux actuelle, le mécanisme, c'est une réduction d'impôt qui va être basée sur vos travaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une réduction d'impôt égale à 30% de vos travaux dans les secteurs, alors je vous passe le nom actuel qui est invraisemblablement compliqué, disons les anciens secteurs sauvegardés, qui correspond à effectivement 90% des opérations. Il y a une cinquantaine de villes qui ont des secteurs sauvegardés, donc sur lesquels vous pouvez faire du Malraux à 30%. Et vous avez également du Malraux à 22%. Là, c'est beaucoup plus marginal, c'est les anciennes SPOP. Je vous passe SPOP, les ZPP, bon, je vous passe les noms invraisemblablement compliqués là aussi. Voilà, là c'est une réduction d'impôt, c'est des petits secteurs, il y en a beaucoup moins qui sont plafonnés à 22% de réduction d'impôt, donc sur vos travaux engagés. Vous avez des plafonds de 400 000 euros de travaux, donc bon, déjà on a de quoi y aller. Donc 400 000 euros de travaux sur 4 ans, vous pouvez tronçonner les travaux sur 4 ans. Vous avez une obligation de louer pendant 9 ans, donc comme le Pinel. Par contre, vous n'avez pas de plafond de loyer, plafond de ressources locataires, tout ça, vous n'êtes pas concerné. D'accord. Et les travaux, il faut bien avoir conscience que les travaux sont chers, même au-delà des matériaux nobles bien souvent, parce que vous avez les architectes des bâtiments de France qui supervisent le tout. Donc voilà, donc là, ça impose des choses aussi. Ça impose des choses effectivement. Donc bon, là, il faut faire attention effectivement à ça. Alors, premier point de vigilance en Malraux. Ce ne sont pas des bâtiments qui sont concernés par le Malraux, vous l'avez compris, ce sont des secteurs. Les secteurs dont on a parlé, les anciennes SPOP ou les secteurs sauvegardés. Donc, qui dit secteur dit que vous pouvez avoir des bâtiments qui n'ont que peu d'intérêt. Vous pouvez avoir des bâtiments tout à fait quelconques qui sont concernés par le Malraux, contrairement aux monuments historiques. J'ai vu passer dernièrement, par exemple, une ancienne imprimerie qui n'avait aucun intérêt architectural, cette ancienne imprimerie qui a été transformée effectivement en Malraux. Donc là, attention, Malraux ne veut pas forcément dire beau bâtiment ancien avec du cachet, etc. Non, ce sont des secteurs... C'est juste qu'on est dans le bon quartier, quoi. Voilà, qu'on est dans le bon quartier, voilà. Donc attention à ça, vous pouvez avoir des bâtiments tout à fait quelconques. Et surtout, deuxième point d'attention, de vigilance sur lequel il faut être très très précis, c'est que ça concerne des villes, y compris des villes qui ont des marchés extrêmement peu chers.
Donc attention, il y a vraiment des secteurs où vous ne pouvez pas rentrer dans vos frais. Puisque parmi les secteurs Malraux, vous avez des villes comme Sedan dans les Ardennes ou Bar-le-Duc dans la Meuse, donc qui sont de très belles villes par ailleurs, mais ce sont des villes qui sont à moins de 1 000 € du mètre. Ouais. Donc là, c'est même pas la moitié du coût des travaux. Donc si on considère... Donc on rentre pas dans ses frais, quoi. Donc voilà, là c'est impossible techniquement de rentrer dans ses frais, de retrouver son prix. Donc il y a une vingtaine de villes, attention, sur les 50 et quelques villes, il y a une vingtaine de villes qui sont à moins de 1 500 € du mètre carré. Donc là, ce sont des villes qu'il faut absolument éviter parce que c'est impossible de retrouver effectivement son prix achat plus travaux. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est le Malraux. Ça, c'est le Malraux. Le monument historique maintenant. Alors juste avant le monument historique, un calcul qui est à faire, moi que je conseille à chaque fois, parce que effectivement c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête d'ailleurs sur tous les produits de défiscalisation. Le calcul à faire est le suivant. Vous prenez votre prix de revient moins vos économies d'impôts. Est-ce que vous êtes au prix du marché local à l'instant T. Si par exemple en Malraux vous achetez un bien 100 000 € pour le foncier, vous faites 300 000 € de travaux. C'est important. Donc vous avez un prix de revient à 400 000 €. 300 000 € de travaux vous donne à 30% 100 000 € d'économie d'impôt. Donc en fait, votre coût de revient, c'est 400 000 moins 100 000, 300 000. Est-ce que le bien vaut aujourd'hui 300 000 ? Alors refait à neuf. Est-ce que le bien vaut aujourd'hui 300 000 € sur le marché à l'instant T ? Eh bien, malheureusement, c'est loin d'être souvent le cas. Je dirais que sur les opérations Malraux, moi, ce que je vois passer, 80%. Très important, 80% des opérations ne passent pas ce filtre-là. Donc vraiment attention à ce prix de revient. Oui, tout à fait. Attention. Le monument historique. Alors monument historique. Là, c'est son cousin quand même les deux. C'est son cousin, oui, tout à fait. Les mécanismes étaient les mêmes avant que Malraux change. Alors monument historique, la loi est encore plus ancienne puisque là elle est en place depuis 1913. Donc voilà. Donc alors déjà le monument historique, c'est la seule loi où vous pouvez vous passer de louer. C'est la seule loi où vous pouvez faire de grosses économies d'impôts si vous investissez sur votre résidence principale ou sur une résidence secondaire. Là aussi, puisque vous avez, si vous en bénéficiez vous-même, si vous l'habitez vous-même, résidence principale ou secondaire, vous pouvez passer 50% des travaux sur votre revenu imposable global. Puisque le mécanisme du monument historique, c'est que tous les travaux vont pouvoir venir en réduction, non pas de vos impôts cette fois-ci, mais de votre revenu imposable global. Et hors niche fiscale. Et hors niche fiscale, bien entendu. Donc là, c'est très spectaculaire. Alors bien sûr, il faut être dans les tranches maximum. Même à 30%, ça vaut pas vraiment le coup. Et puis on faut surtout rappeler le coût des travaux quand on est en monument historique. Oui, alors là, les travaux sont encore pires, effectivement. Ils sont encadrés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ultra encadrés, justement, par les architectes des bâtiments de France. C'est de la main-d'œuvre ultra qualifiée, des tailleurs de pierre, des gens qui travaillent l'ardoise comme au 18e. C'est de la main-d'œuvre très qualifiée, c'est des matériaux, Marie en parlait, alors là, les matériaux, c'est de l'ardoise, c'est de la pierre de taille, etc. Donc c'est des travaux qui coûtent très cher. Et effectivement, donc il faut être dans des tranches élevées et avoir une grosse partie de travaux. Et si vous louez pendant au moins 3 ans, vous passez 100% des travaux. Donc là, c'est effectivement très spectaculaire. Sur 100 000 euros. Il faut être un gros contribuable. Vous avez 41 ou 45 000 d'économie d'impôt sur 100 000 de travaux. Donc là, effectivement, le jeu, techniquement, le jeu en vaut la chandelle. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être aussi très attentif, comme vous nous l'avez dit pour le Malraux ? Oui, tout à fait. Alors vous avez une obligation de conserver pendant 15 ans, mais pas de louer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous pouvez même prendre 100% des économies d'impôt et puis au bout de 3 ans, au bout d'un bail de 3 ans, récupérer ce bien pour faire du Airbnb, pour faire de la location. Ce qui veut dire que j'aurais passé... j'aurais passé 100% en le louant juste 3 ans. C'est ça. Donc ça peut être une bonne pirouette pour le coup. Oui, tout à fait. 3 ans, effectivement, au bout de 3 ans, de location de 3 ans, vous pouvez effectivement ensuite en profiter pour vous-même, en résidence secondaire, le louer en location durée, différents meublés, etc. Donc c'est ce qu'on a effectivement de plus souple. Donc bien sûr, vous l'avez compris, il faut que ce soit, là c'est pas un secteur, c'est un bâtiment qui lui-même va être inscrit donc au monument historique ou à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Alors les bâtiments sont souvent beaux,
parfois sublimes. Hein, il y a eu de très très belles opérations comme l'hôpital de Brousse à Lyon que tous les Lyonnais connaissent, ou plus récemment l'hôtel Royal à Maison Lafitte, qui était vraiment une très très belle réalisation, un très joli ancien hôtel effectivement à côté du château de Maison Lafitte, vraiment des choses superbes, mais effectivement, là, ce ne sont pas des secteurs. Donc, dans les secteurs, vous avez des choses extrêmement inégales, puisque vous avez de très beaux monuments historiques à Lyon, à Marseille, de temps en temps, pourquoi pas à Paris, en tout cas en région parisienne, mais également un beau château complètement paumé au fin fond de la Creuse ou du Loir-et-Cher, où là, compte tenu notamment du coût des travaux, ça va être effectivement compliqué de récupérer sa mise, hein, c'est clair. Bon, écoutez, voilà quelques idées à avoir. On termine juste par un dernier petit conseil ou un dernier point d'attention rapidement. Oui, un dernier point de vigilance également, c'est que, alors là, bon, sur les opérations monuments historiques, du fait de la qualité notamment des biens, on peut dire qu'il y a 2/3 des opérations qu'il faut écarter, mais 1/3 qui sont tout à fait valables par rapport au fil dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un petit peu plus de choix de qualité. Et aussi, attention, aussi bien en Malraux qu'en monument historique, attention au choix de l'opérateur, parce que la rénovation, il y a toujours des surprises, il y a souvent des retards. On a eu le cas dernièrement d'un très beau château en région parisienne où une partie des planchers se sont effondrés. Bon, c'était pas du tout prévu, donc ça rajoute du budget. Donc c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Attention, il peut y avoir des surprises, notamment en termes de travaux.